Vous entrez dans un monde où l'impossible devient réalité. Un lieu où les frontières de la peur n'ont plus de limites. Les territoires où psychopathes, démons et autres créatures font de vos cauchemars un quotidien auquel vous ne pouvez échapper. Ce monde, je l'ai créé rien que pour vous. Entrez et venez affronter avec moi ce qu'il y a au-delà du portail, des histoires de l'autre monde. Bonjour à vous, chères créatures. L'histoire qui va suivre est un peu particulière à deux niveaux. D'une part, elle fait appel à une créature issue d'un folklore fantastique peu utilisé dans l'horreur ou les creepypastas, à savoir l'Afrique. Vous le savez, j'aime vous faire voyager, découvrir des folklores différents à travers mes histoires. Et celle-ci va vous montrer des mœurs à part d'un cryptide de ce continent. Je vous ai dit précédemment que ce récit est particulier à deux niveaux. Eh bien, le deuxième niveau est que cette créature, au-delà de sa dangerosité, porte parfois un intérêt très spécial sur certaines de ses victimes, qui a de grandes chances de vous faire sourire. Mais je ne vous en dis pas plus, car vous allez très vite comprendre la particularité de cette créature africaine, le Popobawa, qui vit en plein cœur des territoires de l'autre monde. Popobawa, le démon de Zanzibar. J'ai parcouru de nombreuses contrées, dans des pays réputés parmi les plus dangereux de la planète, où la guerre formait le quotidien d'enfants devenus orphelins en l'espace d'une nuit, par suite d'un bombardement ayant ravagé le quartier où ils vivaient avec leur famille, les laissant meurtris, pas seulement physiquement, mais aussi mentalement, incapables de reprendre goût à la vie, pensant que l'espoir n'était qu'une légende. J'ai connu des tribus à laquelle j'ai échappé miraculeusement, ne devant ma survie qu'à mon endurance à la course, et mon habileté à me confondre dans le paysage, utilisant chaque once de terrain propice à me dissimuler, afin de faire abandonner ma piste à mes poursuivants. J'ai affronté des dizaines de créatures qui n'étaient pas censées exister, si ce n'était dans les livres pour enfants ou les traités de cryptozoologie. Des bestioles qui pourraient faire passer n'importe quel cauchemar pour un doux rêve, ou une attaque d'alligator pour une promenade de santé. J'ai appris à ne pas me fier à leur taille, quelle qu'elle soit, car ce fut souvent les plus petites qui me donnèrent le plus de mal pour m'en débarrasser. Elles aient des dents tranchantes, des griffes démesurées, une force colossale ou une rapidité pouvant rivaliser avec le plus puissant des bolides terrestres. Que ce soit le mapinguari du Brésil, le pombero argentin, les taniwa néo-zélandais ou encore le liéchi russe, nombre d'entre eux ont montré qu'ils étaient bien plus redoutables que ne voulait le dire leur légende. Et surtout qu'ils n'avaient rien de conte populaire, mais étaient bel et bien réels. Et je n'ai dû compter que sur ma dextérité et une bonne part de chance pour être ressorti vivant de mon affrontement avec toutes ces monstruosités. Mais de tout ce que j'ai pu voir et toucher, aucun ne m'a autant terrifié que le Popobawa de Tanzanie. Aujourd'hui encore, j'en fais des cauchemars chaque nuit, ayant toujours l'impression qu'il va sortir de l'ombre d'une pièce, croyant reconnaître l'odeur de soufre ou de brûlé qui annonce sa présence, alors qu'il s'agit de la voisine qui a oublié de sortir à temps le repas du soir dans le four. Mais parfois, je sens très bien cette odeur. La plupart de mes voisins sont absents à ce moment-là, alors le doute n'est plus permis. Je sens qu'il me traque, car je suis parvenu à lui échapper. Et surtout, j'ai refusé de parler de lui autour de moi. En écrivant ce journal, peut-être parviendrai-je à le dissuader de finir ce qu'il a commencé sur moi. Mais est-ce que ce sera suffisant? Rien n'est moins sûr. Mais je devrais peut-être vous expliquer comment je me suis retrouvé à craindre la venue de cette créature, alors que je suis installé en plein centre urbain, au sein de la ville de Chak-Chak sur Pemba, l'une des 3 îles constituant l'archipel de Zanzibar. Comme vous avez peut-être pu le comprendre, je suis un chasseur. Et un peu plus que ça. Je chasse des animaux classiques, bien sûr, ceux menaçant des villages, comme des lions, des tigres, des léopards, ce type de prédateurs. Contre rémunération adaptée aux clients et suivant la dangerosité de l'animal, je permets à des populations vivant en marge de l'industrialisation de retrouver la sécurité. Et parfois, je dois faire face à des animaux plus particuliers, comme je vous l'ai énoncé auparavant. Je me suis surtout spécialisé sur les territoires africains et sud-américains. Mais il m'arrivait d'aller en Océanie, en Asie ou en Europe de rares fois. Des continents plus généreux en termes de salaire, mais aussi possédant des créatures plus dangereuses. Du moins, je le croyais, jusqu'à ce que je croise la route du Popobawa. À l'origine, ce n'était pas censé être cette créature. Je devais juste aider les habitants de Pujini, au sud de l'aéroport de Pemba, à se débarrasser d'un prédateur inconnu, coupable de plusieurs morts au sein du village. Retrouvés éventrés, des membres séparés du corps, ou bien simplement des corps sans vie, mais dont les yeux montraient une terreur intense. Il y a même une des victimes dont les cheveux ont blanchi, tellement la peur l'avait envahi. Le seul à avoir survécu à cette vague d'attaques très inhabituelle pour un prédateur. Car mis à part la sauvagerie constatée sur les corps, curieusement, aucune d'entre eux n'avait été dévorée, que ce soit partiellement ou entièrement. Les parties du corps avaient été certes mutilées ou arrachées, du sang garnissant la presque totalité de la maison des victimes, mais aucune d'entre elles n'avait montré les signes d'avoir été choisies comme proie alimentaire.
comme si l'animal tuait par plaisir, par jeu, comme une distraction. Ce qui mettait à mal l'hypothèse d'une attaque de fauves. J'ai été contacté par le chef du village qui m'a exposé brièvement la nature des raids de la créature, supposée être un léopard d'une férocité rare. Je sentais bien déjà que le chef ne me disait pas tout quand je montrais mon étonnement qu'un léopard n'ait pas dévoré des parties des victimes, ou au moins emporté un morceau du corps de celle-ci dans sa tanière qui devait être proche du village. Pas un mot non plus sur le fait qu'aucune recherche n'ait été faite pour débusquer l'animal par d'autres chasseurs patentés sur le territoire de Tanzanie, où se situait l'archipel de Zanzibar, auquel appartenait l'île de Pemba. Je trouvais curieux que l'on ait fait appel à moi alors que je me trouvais au moment de l'appel à plusieurs centaines de kilomètres de là et qu'il me faudrait au moins 3 à 4 jours pour rejoindre Pugini. Mais bon, au vu de la somme proposée, j'ai préféré ne pas insister sur les motivations du chef du village, qui préférait attendre ma venue plutôt que faire appel à des chasseurs locaux. Il me disait que seul moi serais capable de parvenir à débarrasser le village de cette menace, qui était déjà la cause de 6 morts depuis 1 mois, et un seul rescapé qui refusait de dire quoi que ce soit, traumatisé de manière perpétuelle, et piquant des crises dès qu'on essayait de le toucher, et particulièrement l'arrière de son corps, se mettant en position fétale quand les autres habitants du village avaient essayé de lui faire dire pourquoi il se mettait dans cet état-là quand on lui demandait ce qu'il avait vu, et ce qu'il avait subi, ce qui aurait pu faire avancer les choses. Quand je suis arrivé au village, le chef m'expliqua qu'en fait, il avait au préalable demandé à 4 chasseurs de s'occuper de l'affaire. Aucun d'entre eux n'avait accepté. Dès l'instant où il avait évoqué la description des scènes de crime, comme si ceux-ci avaient deviné de quoi il s'agissait et qu'ils refusaient de s'occuper de cette chasse aux prédateurs. Dès lors, je comprenais mieux pourquoi le chef avait fait appel à moi plutôt qu'à des chasseurs du pays, quitte à attendre plusieurs jours et prenant le risque d'autres morts. Je m'étonnais aussi que la police du pays n'ait pas fait plus d'efforts pour comprendre pourquoi un prédateur, un fauve, avait dédaigné d'emmener de la viande fraîche avec lui et se contentait de tuer par plaisir. Il n'y avait que dans les films qu'on voyait ce genre de comportement. C'était comme si les autorités du pays savaient ce qui en était et donc elles ne voyaient pas l'utilité de déployer des hommes pour ça et encore moins d'ouvrir une enquête approfondie. C'était aberrant et totalement incompréhensible. Malgré tout, après avoir reçu une somme rondelette de mon client, je demandais à voir le corps de la dernière victime. Au téléphone, le chef m'avait dit qu'il était conservé dans une bâtisse qui servait en quelque sorte de morgue provisoire, en attendant que des responsables de Chak-Chak, la capitale de l'île, viennent le chercher. Dans les faits, le bâtiment faisait plus penser à une sorte de frigo géant fait avec les moyens du bord qu'à autre chose. En regardant l'argent reçu, je me demandais comment un petit village perdu comme celui-ci pouvait se permettre de m'offrir autant, et qui ne pouvait même pas s'offrir la construction d'un endroit plus cohérent pour abriter leurs morts. Bon, en même temps, je m'en foutais un peu, à vrai dire. Au moment que j'étais payé, je me moquais bien des us et coutumes incohérents des habitants du village. Une fois à l'intérieur du frigo de luxe sauce Pugini, j'ai pu vérifier les blessures de la dernière victime de l'ennemi insaisissable qui terrorisait autant le chef et les habitants, au point de faire appel à un étranger tel que moi, sans compter l'attitude plus que bizarre de la police et des chasseurs du territoire de Tanzanie. C'est là que je compris très vite que l'agresseur ne pouvait vraiment pas être un léopard, ni même aucun prédateur du pays. En tout cas, aucun prédateur classique. Et à dire la vérité, on ne pouvait même pas parler de prédateurs, vu qu'ils ne boulottaient pas ses victimes, se contentant de jouer avec leur corps, comme un chat le fait avec une souris. Je regardais de près les blessures, et je n'en avais jamais vu de telles sur un corps. Et pourtant, j'avais vu des tas de morts tous plus horribles les uns que les autres, au fil de mes chasses. J'étais persuadé qu'il s'agissait de bien autre chose qu'un simple prédateur. Sur ce que je voyais, la gorge de la victime avait été comme écrasée, avec une telle force que l'os avait été compressé avec la peau et la chair, donnant l'impression d'une tête emboîtable d'une poupée de gosse. Les yeux étaient révulsés et aussi blancs qu'un aveugle dans un film d'horreur. Les bras montraient des traces de griffures tellement profondes que les os se voyaient. Traces qui allaient sur toute la longueur. Le ventre était lacéré, et tout ce qui constituait l'intérieur avait été complètement broyé, donnant l'impression d'avoir été passé au mixeur. Les jambes étaient dans un état aussi lamentable. Il y avait autre chose qui m'interloquait. La victime n'avait pas de pantalon. Est-ce que c'était une coutume locale de les déshabiller ainsi, ou bien était-ce dû à son agresseur? Ce qui confortait encore plus le fait qu'il s'agissait d'un cryptide, un humanoïde, ou en tout cas proche. Pris d'un doute car me rappelant une vieille légende m'ayant été rapportée par un de mes amis s'intéressant aux mythes africains, je retournai le corps doucement. Celui-ci montrait des traces de sang séché sortant de l'anus, en quantité imposante. Comme si... ça semblait délirant de dire ça. Mais c'est comme si le gars avait été sodomisé à sec, avec une force sans commune mesure. Je reposais le corps dans sa position initiale, me posant la question de savoir si ça s'était passé avant ou après que sa gorge avait été broyée. En tout cas, j'étais sûr d'une chose. Ça ne m'était pas venu à l'esprit immédiatement, le chef m'ayant tellement assuré qu'il s'agissait d'un prédateur, que je n'ai pas pensé au fait d'un cryptide. Mais je savais à quoi j'avais affaire. La sodomie évidente du type était la marque de fabrique, si on peut dire, de cette créature, autant qu'elle était rattachée à cette partie de l'Afrique en particulier.
Pour en être sûr, je sortais et demandais à un habitant du village s'il pouvait m'indiquer l'endroit où vivait la victime dont je venais d'examiner le corps. Une fois obtenu ce renseignement, je me rendis sur les lieux et une fois entré à l'intérieur, celle-ci étant libre d'accès, j'ai pu confirmer mes doutes. Une odeur de soufre. Une légère odeur car en partie évaporée vraisemblablement par l'ouverture d'une fenêtre pour aérer lors de la découverte du corps, mais elle était bien présente. Ça ne faisait plus aucun doute. L'absence de parties dévorées, la sodomie, l'odeur de soufre, les traces de griffures, la force colossale capable d'écraser des organes en charpie, ça ne pouvait être que le mythique Popo-Bawa. Une créature faisant partie de la race des Shaitani. Sorte d'équivalent du shaitan arabe, ayant la même étymologie. Autrement dit, un démon. Un démon métamorphe, anthropomorphe, dont l'ombre fait penser à une chauve-souris quand il se trouve en face de sa victime, et qui lui a donné son nom de Popo-Bawa. Cette créature était attirée par le manque d'hygiène de ses proies, que ce soit sur le corps ou l'endroit où elles habitaient, et prenait plaisir à tuer, torturer, et parfois sodomiser ses cibles. Je comprenais mieux le refus des chasseurs d'accepter de se lancer sur les traces de ce soi-disant prédateur, indiqué par le chef du village. Ils avaient deviné sa nature réelle, et ça devait être le cas des autorités, aussi impensable que ça puisse être de la part de forces de l'ordre. Mais on était en Afrique. Les croyances, les mythes, les légendes sont prises bien plus au sérieux que dans d'autres pays. Mais un Popo-Bawa est indestructible. Je n'avais aucune chance de m'en sortir face à une telle créature. Et je n'avais aucune envie de me retrouver face à elle. Elle était à tout autre niveau que ce que j'avais affronté jusqu'à présent. Dès le lendemain, je rendrais son argent au chef, lui expliquant qu'il demanderait à un autre de chasser son démon, mais que moi, je me désintéresserais de cette affaire. Je tenais à ma vie, et je n'avais aucune envie de subir ce que ces pauvres pougres du village avaient eu. Je repensais à celui qui avait survécu, celui qui ne voulait pas que l'on approche, surtout derrière lui. Ça s'expliquait pleinement. Comment ne pas être traumatisé après une expérience pareille? Le plus étonnant était que le Popo-Bawa l'avait laissé en vie. À croire que son postérieur lui avait tellement plu à pénétrer qu'il lui avait donné envie de revenir avant de le mettre en charpie comme les autres. Néanmoins, avoir une photo d'une créature telle que le Popo-Bawa pourrait m'assurer une vie de nabab jusqu'à la fin de mes jours. Il faudrait juste que je m'assure de quelques précautions, comme prendre une douche et me faire un talisman. En général, les rumeurs indiquaient qu'un papier où l'on inscrivait certains versets arabes et qu'on accrochait au plafond suffisait à se protéger de cette créature. Du coup, ça me donnait une idée. Je sortais de la maison et je me rendais vers l'endroit où ce pauvre gars se terrait. Visiblement, il savait ce qu'il attendait s'il se rendait à nouveau à l'intérieur de sa maison. Il savait que le Popo-Bawa reviendrait pour lui, en tout cas dans sa maison. L'autre particularité de cette créature était qu'il ne s'attaquait qu'à ses victimes uniquement au sein de leur demeure. En gros, quelqu'un sans toit, qui dort dehors, avait potentiellement beaucoup plus de chances de ne pas être la proie de cette bestiole qu'un autre. Bon, ce n'était pas vraiment prouvé. On en connaissait assez peu sur le comportement exact de ces créatures, comme beaucoup d'autres issus du folklore fantastique africain. Disons que ça faisait partie des idées reçues. Avec beaucoup de patience, je parvins à décider l'homme à me passer les clés de sa maison, expliquant que je savais ce qu'il en était concernant le Popo-Bawa. Le soir même, je plaçais le talisman accroché à une poutre du plafond et j'attendais patiemment. Si cette bestiole sentait qu'il y avait quelqu'un dans la maison, il penserait forcément que ce serait la même qui lui avait plu au point de la laisser en vie, afin de revenir la voir. Et je ne m'étais pas trompé. En pleine nuit, je sentais une odeur de soufre envahir soudain la demeure, juste après que la porte d'entrée se soit ouverte avec fracas. Et je le vis alors, le Popo-Bawa. Il avait revêtu sa forme primitive, à savoir une sorte de colosse montrant une masse musculaire hors norme sur une forme proche de l'être humain. Mais ses pieds trahissaient son origine démoniaque, avec des sortes de griffes sur ses 4 doigts, formant ses ongles. Il en était de même à ses mains qui faisaient la taille de 5 mains humaines en largeur et 3 en longueur. Son cou était plus fin, mais rempli de nervures, comme des racines, et formant ses veines. Sa peau était d'un marron ocre, et son visage était pourvu d'un œil unique, d'oreilles pointues, d'une gueule à la dentition proche de celle d'un tigre à dents de sabre des temps préhistoriques, et un crâne aussi lisse qu'une boule de bowling. J'étais fasciné par cette créature incroyable, en même temps qu'elle me terrifiait. Malgré tout, malgré la peur qu'elle me faisait ressentir, je préparai mon appareil photo, et me mis à le mitrailler, afin d'avoir le plus de preuves possibles de son existence. Et ce fut ma pire erreur. Le flash de l'appareil photo énerva le Popo-Bawa, qui, pris de fureur, se mit à émettre un cri d'un son rauque et guttural, d'une puissance inouïe. Les ondes furent tellement fortes qu'elles parvinrent à faire vibrer la poutre où j'avais attaché sommairement le talisman qui devait me protéger de lui. Je fus horrifié en voyant ce dernier virevolter avant de tomber aux pieds du Popo-Bawa, posa un pied rageur dessus, me fixant. Puis il avançait, alors que j'étais en proie à la famille, cherchant une échappatoire. Je courais dans la maison, poursuivi par la créature furieuse qui écrabouillait chaque porte que je franchissais, chaque meuble que je croisais. Et je croyais bien ma dernière heure venue.
Cependant, malgré sa puissance, la créature était assez lente, et je parvins à profiter d'un de ses coups ravageurs portés sur un des murs de la maison, passant de justesse entre ses jambes immenses, et me faufilant par la sortie inespérée formée par cette ouverture qui se présentait à moi, avant de m'enfuir au dehors, courant à perdre haleine le plus loin possible de la maison et de ce village maudit. Je n'ai jamais pu prouver l'existence du Popobawa, car dans ma fuite, la panique m'a fait échapper l'appareil photo. J'ai voulu le récupérer, revenant à l'endroit où il était tombé. Mais la créature l'avait déjà réduit en morceaux en marchant dessus, réduisant à néant ma chance de devenir millionnaire grâce au cliché. D'un autre côté, je suis quand même parvenu à rester en vie et à rejoindre la capitale, Chak-Chak, où j'ai loué cet appartement, le temps de réunir l'argent nécessaire pour quitter le pays. L'argent fourni par le chef du village, persuadé que mon opération photo serait un succès, je l'avais négligemment laissé dans le salon de la maison, où il a dû être récupéré. Et voilà où j'en suis maintenant, craignant que le Popobawa vienne me chercher. Je sais que la rumeur indique que ceux lui ayant échappé sans qu'il le désire font l'objet d'une traque incessante, où qu'il soit dans le pays. Ma seule chance est de quitter le pays avant qu'il me retrouve. De peur que mon histoire reste inconnue, j'ai donc rédigé ce récit sur mon blog. À vous qui le lisez actuellement, si vous entendez parler d'un corps retrouvé dans un appartement du centre-ville de Chak-Chak à Pemba, dans l'archipel de Zanzibar, vous saurez que je n'ai finalement pas réussi à fuir le Popobawa. De ce fait, ce récit qui apparaît sous vos yeux est l'unique témoignage de l'existence de ce monstre. Vous pouvez le croire ou non, ça n'a plus vraiment d'importance. J'adresserai juste un message à ceux qui, comme moi, parcourent le monde pour chasser toutes sortes de créatures non reconnues par la science, et pourtant bien réelles. Si vous recevez un appel du village de Pujini pour chasser un prédateur inconnu, surtout éteignez immédiatement votre téléphone. Changez de métier le cas échéant. Mais en tout cas, ne vous rendez pas là-bas, où c'est la mort qui vous y attend. Je soupçonne que nombre d'entre vous doivent se dire qu'ils n'aimeraient pas se trouver en tant que cible de cette créature, et pas forcément à cause de sa propension à massacrer, mais plutôt à cause de son goût assez prononcé pour l'arrière de ses victimes. Les origines de cette créature trouvent leur source sur le nombre de viols importants au sein de l'archipel de Zanzibar, sur la communauté masculine, et font donc de ce cryptide une bestiole qu'on craint à plusieurs niveaux, surtout qu'elle traque ceux qui lui échappent. Le Popobawa prend pour cible des hommes, ce qui la classe dans le rang des créatures sélectives, et qui représente un pourcentage très faible dans le monde des cryptides, qui généralement sont moins difficiles en matière de poids. Alors réfléchissez-y à 2 fois avant de vous rendre dans cette partie de l'Afrique. Mais il est temps de vous laisser, et de vous dire à très bientôt pour une nouvelle histoire de l'autre monde. Popobawa, le démon de Zanzibar.